La famille de mon gendre a poussé ma fille dans le lac glacé pour plaisanter. Elle s'est cognée la tête sur un rocher et a failli se noyer. Alors que je hurlais à l'aide, désespéré depuis la rive, ils n'ont fait que rire. Arrête ton cinéma. Elle sait nager, ont-ils crié. Puis ils sont partis en voiture. Pendant que les ambulanciers l'installaient, j'ai appelé mon frère aîné et j'ai murmuré, il rentre à la maison maintenant. Fais ce que tu fais de mieux. Avant de commencer, si vous aimez ce genre d'histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne, Les Histoires de Clara, et aimer cette vidéo. Écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Je suis très curieuse de le savoir. Bonne écoute. Le début de l'histoire. L'air, ce jour-là, à la maison du lac des Vendors sur le lac Tao, sentait les aiguilles de pin et la peur. Pour tout le monde, il sentait probablement juste le pain et la fumée du barbecue qui avait refroidi depuis longtemps, mais je percevais toujours cette seconde note amère. J'étais assise sur une chaise en osier sur la véranda, un peu à l'écart de la grande table, et j'observais ma fille, Milina. Elle s'affairait, servant du scotch vieilli à son mari, Preston, et à son père, Gareth, et riant de leurs blagues maladroites. Son rire sonnait trop clair, trop forcé, comme celui d'un enfant terrifié par la punition, essayant désespérément de prouver qu'il est sage. Mon cœur se serrait à chaque rire. Même après toutes ces années, elle essayait encore de gagner leur affection, l'affection de gens incapables d'aimer qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Leur domaine de campagne était à la hauteur de leur statut, une immense maison sans âme en bois sombre, avec de massives baies vitrées qui fixaient le lac Tao comme des yeux froids et vides. La pelouse était impeccable. Pas un seul pissenlit n'était autorisé à pousser. Tout était trop parfait, trop calculé, dépourvu de toute chaleur. Même le soleil semblait différent ici. Ses rayons ne réchauffaient pas. Ils ne faisaient que souligner le lustre vitreux de l'eau et le reflet froid des voitures de luxe près du portail. Je ne venais ici que pour Léna. Chaque fois, elle réussissait à me convaincre. Maman, s'il te plaît, viens. Ils veulent voir toute la famille. C'est important pour eux. Je savais au fond de moi que c'était important pour elle. Elle voulait croire qu'elle avait une vraie et solide famille. Mais en regardant le visage autosatisfait de Gareth et les yeux perpétuellement moqueurs de Preston, tout ce que je voyais, c'était une belle façade cachant la pourriture. Gareth et Preston avaient beaucoup bu. Leur gaieté forcée avait laissé place à une agressivité décomplexée. Ils parlaient fort, gesticulaient sauvagement, et chaque mouvement qu'ils faisaient dégageait un sentiment d'impunité absolue. Ils étaient les maîtres de cet endroit, les maîtres de leur vie, et Léna n'était qu'un autre bel objet de leur collection. Pourquoi notre petite citadine, Léna, est-elle si emmitouflée, tonna Gareth, fixant Léna d'un regard lourd. Elle portait une épaisse veste d'automne et un jean. La journée était fraîche, et un vent vif soufflait du lac. Peur d'attraper un rhume, petite nature? Léna sourit nerveusement. C'est juste qu'il y a du vent, monsieur Gareth. Du vent, se moqua Preston, imitant son père. De mon temps, les filles se baignaient en octobre, et ça leur faisait du bien. Elles étaient solides. C'est une génération de cerfs. J'ai senti une terreur glaciale s'installer en moi. Je n'aimais pas cette conversation. C'était comme affûter un couteau, lentement, méthodiquement, plein d'anticipation. Laissez-la tranquille, dis-je doucement, mais assez fort pour qu'ils m'entendent. Ma voix sonnait étrangère sur cette véranda, comme le grincement d'une vieille planche dans une maison neuve. Preston se tourna vers moi, une étincelle malveillante brillant dans ses yeux. Il détestait que je m'en mêle. Il me considérait juste comme une vieille folle qui s'agitait pour sa fille. Eleanor est, ne vous inquiétez pas. On s'amuse juste un peu, n'est-ce pas, chérie? Il fit un clin d'œil à ma fille. Léna hocha la tête, forçant un autre sourire. Bien sûr, maman, tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. J'ai vu Preston et son père échanger un regard. C'était leur regard spécial. Prédateur, conspirateur. C'est ainsi que les loups regardent un mouton avant d'attaquer. Eh bien, voyons à quel point tu es résistante, déclara soudain Gareth en se levant de table. Sa carrure massive projetait une longue ombre. Preston, aide-moi. On va escorter notre Léna jusqu'à l'eau pour un petit plongeon. Qu'est-ce que vous faites? Je me suis levé aussi, mon cœur battant la chamade, comme un oiseau piégé. Gareth, arrêtez ça. Ce n'est pas drôle. Mais ils ne m'entendaient plus. Ils ont attrapé Léna par les bras.
Elle haleta de surprise, plus par choc que par peur. Elle pensait encore que c'était un jeu, Preston, non. Papa. Lâchez-moi, balbutia-t-elle, essayant de se dégager, mais son rire se transforma en un gloussement nerveux. Elle ne voulait pas gâcher l'ambiance ni paraître faible. Ils l'ont traînée à travers la pelouse vers le ponton en bois. Je me suis précipité derrière eux. Arrêtez tout de suite. Vous êtes ivre. Vous ne savez pas ce que vous faites. Ils m'ont ignoré. J'étais de l'air pour eux, un bourdonnement agaçant. Ils l'ont emmené jusqu'au bout du ponton, qui s'avançait sur l'eau sombre et glacée. Le lac semblait noir et sans fond. Vas-y, citadine. Montre-nous ce que tu as dans le ventre, gronda Preston. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, cria Lena. À cet instant, elle comprit enfin. Elle comprit que ce n'était pas une blague. Sa voix était empreinte d'une horreur sincère. Je me suis précipité vers eux, essayant d'écarter Preston, mais il m'a repoussé brutalement. J'ai trébuché, manquant de tomber, et à cet instant, avec un dernier rire suffisant, ils l'ont poussé. Tout s'est passé en un clin d'œil. Le corps de ma fille, alourdi par ses vêtements trempés, a disparu sous la surface avec un bruit sourd. Seules des ondulations sombres et quelques bulles d'air sont restées. Silence. 1 seconde, 2, 3. Un silence qui résonnait plus fort à mes oreilles que n'importe quel cri. Puis ils ont éclaté d'un rire bruyant et sonore, comme s'ils venaient d'assister à une comédie brillante. Ça va la réveiller, dit Garrett en essuyant des larmes de rire de ses yeux. Mais Lena ne refaisait pas surface. Je suis resté figé, fixant l'eau noire. Mon propre cri était coincé dans ma gorge. Finalement, elle est remontée, juste un instant. J'ai vu son visage pâle, déformé. Un mince filet de sang coulait sur sa tempe, sombre, presque noir sur sa peau mouillée. Ses yeux étaient vides, sans concentration. Elle ne criait pas, ne se débattait pas. Elle fixait simplement le vide. Puis son corps est redevenu flasque et a commencé à couler lentement. C'est à ce moment-là que j'ai enfin crié. C'était un cri inhumain, animal, qui s'est arraché des profondeurs de mon âme. Au secours! Elle se noie. Elle s'est cognée la tête. Preston et Garrett se tenaient sur la rive, immobiles. Oh, allez, Eleanor lança Preston avec désinvolture. Arrête ton cinéma. Elle sait nager. Finis cette hystérie, ajouta Garrett en se tournant vers son SUV noir. Elle sortira toute seule. Un petit rafraîchissement ne lui fera pas de mal. Ils se sont retournés et se sont dirigés vers leur SUV. Je les ai regardés, incapable de croire mes yeux. Ils la laissaient simplement là, dans l'eau glacée. J'ai crié de nouveau, ma voix se brisant. Où allez-vous? Revenez. Elle est en train de mourir. La portière de la voiture a claqué. Le moteur a vrombi. Preston a passé la tête par la fenêtre et, toujours souriant, a crié. Ne gâche pas notre soirée, belle maman. On se voit à la maison. Et ils ont démarré en trombe. Le crissement du gravier sous les pneus, le bourdonnement lointain du moteur, puis le silence, seulement le clapotis de l'eau et mon cri désespéré et impuissant s'éteignant dans l'air froid du soir au-dessus du lac noir et indifférent. Je fixai l'eau, et le cri se figea dans ma gorge. Il se transforma en un nœud glacial qui pesait sur mes poumons, rendant la respiration difficile. Le monde se rétrécit à cette tache sombre à la surface du lac et aux ondulations qui s'étendaient. La panique qui venait de me déchirer s'est soudainement condensée, se solidifiant en autre chose, de dur et de lourd. Elle a coulé au fond de mon âme, remplacée par un vide strident et contre nature. Dans ce vide, j'ai entendu un son lointain, le « pou-pou » d'un moteur de bateau. J'ai tourné la tête. Derrière les roseaux, à une centaine de mètres du rivage, un petit bateau gonflable se déplaçait lentement. Un homme en veste de camouflage délavé était assis à l'intérieur. Un pêcheur. Je n'ai pas crié de nouveau. Je n'avais plus de voix. J'ai simplement levé la main et montré l'endroit où ma fille avait disparu sous l'eau. L'homme dans le bateau n'a pas compris au début, mais il a dû reconnaître quelque chose sur mon visage. Quelque chose dans mon immobilité, mon geste figé, lui en a dit plus que n'importe quel cri aurait pu le faire. Il a viré brusquement, le moteur a hurlé, et le bateau a filé vers le ponton, laissant une traînée d'écume derrière lui. Il est arrivé 1 minute plus tard. Que s'est-il passé, a-t-il crié. Son visage était buriné et sérieux.
Je ne pouvais pas répondre. J'ai juste montré à nouveau l'eau. Là, un homme. Ai-je finalement réussi à hocher la tête? Il n'a pas posé plus de questions. Il a coupé le moteur, a attrapé une gaffe et a commencé à sonder les profondeurs sombres. Je suis resté là, à le regarder travailler. Chaque mouvement était précis, délibéré. Il connaissait ce lac. Il savait quoi faire. Et moi, qui avais vécu tant d'années, qui avait tant enduré, j'étais à ce moment-là aussi impuissante qu'un chaton nouveau-né. Il a accroché sa veste avec la gaffe. J'ai vu un éclair de tissu clair sous l'eau. Il s'est penché par-dessus bord, risquant de tomber lui-même, et l'a tiré avec un effort incroyable. Alors qu'il l'a hissé dans le bateau, j'ai vu son visage, bleu, sans vie. À cet instant, la glace en moi s'est brisée, mais elle n'a pas fondu. Elle s'est fracassée en un millier d'éclats tranchants. J'ai sorti mon téléphone portable. Mes doigts n'obéissaient pas, mais je les ai forcés à composer le 911. 911 ambulance. J'ai parlé calmement et clairement à l'opérateur, donnant l'adresse de la communauté de vacances et les indications pour se rendre au lac. Je ne pleurais pas. Ma voix semblait étrange, mécanique. Pendant que le pêcheur pratiquait le bouche-à-bouche dans son bateau, et que je donnais des instructions aux ambulanciers depuis la rive, des images défilaient dans mon esprit. Léna, à 5 ans, pleurant avec un genou écorché dans mes bras. Léna, en première année, avec de grands rubans blancs, portant fièrement son premier bouquet. Léna, à sa remise de diplôme, tourbillonnant dans sa robe simple mais magnifique. Ses yeux brillants de joie. Et Léna, le jour de son mariage, regardant Preston avec un tel espoir, une telle foi, que j'avais désespérément envie de crier « Ne le fais pas, ma chérie. Ils vont te détruire. » Mais je suis restée silencieuse. Je suis restée silencieuse alors, et je suis restée silencieuse toutes ces années pour son bonheur fragile et durement acquis. J'ai souri à ces gens, je leur ai serré la main, je me suis assise à leur table et j'ai avalé leurs blagues empoisonnées comme un médicament amer. Je pensais que c'était mon sacrifice, un sacrifice pour sa famille. Quelle idiote j'étais. L'ambulance est arrivée rapidement. Les secouristes sont sortis en courant avec une civière. Ils ont entouré Léna, la connectant à des moniteurs et la recouvrant d'une couverture de survie. J'entendais des bribes de phrases, pouls faibles, hypothermie sévère, traumatisme crânien. Ils travaillaient ensemble, de manière coordonnée et rapide, comme un seul mécanisme. Le pêcheur se tenait à proximité, pétrissant sa casquette dans ses mains. Il voulait dire quelque chose, mais je l'ai juste regardé et j'ai hoché la tête, et il a compris. Il s'est retourné en silence et est retourné à son bateau. J'ai observé l'agitation des secouristes, les gyrophares de l'ambulance se reflétant dans l'eau calme du lac. Et à cet instant, j'ai su que l'ancienne vie était terminée. La vie où j'étais juste une mère, juste une belle-mère, juste une bibliothécaire à la retraite tranquille que personne ne prenait au sérieux. Cette femme est morte là, sur le ponton, au moment où sa fille est passée sous l'eau, sous les rires de son propre mari. J'ai de nouveau sorti mon téléphone. Mes doigts ne tremblaient plus de choc. Maintenant, ils tremblaient d'autre chose. Une rage froide et pure, comme de l'eau distillée, alimentée par une décision déjà prise. J'ai fait défiler mon carnet d'adresses, des noms, des noms, des noms, et le voilà, un seul nom, Isaac. Je n'avais pas appelé ce numéro depuis plus de 10 ans, pas depuis qu'il avait détruit la carrière d'un homme très influent et avait été pratiquement mis sur liste noire dans sa propre profession. Nous nous étions durement disputés à l'époque. Je n'acceptais pas ses méthodes, son obsession, son impitoyabilité. Et maintenant, c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai appuyé sur « Appeler ». Ça a sonné longtemps. J'étais sûr qu'il ne répondrait pas ou qu'il avait changé de numéro, mais à la 4e sonnerie, sa voix profonde et rauque s'est fait entendre. « Ouais. C'est qui ? » Il n'a pas reconnu mon numéro. « Isaac, c'est moi. » Ma voix était basse, presque un murmure. Je ne voulais pas que les secouristes m'entendent. Ce n'était pas leur conversation. Le silence s'est fait à l'autre bout. Un long et lourd silence. Je pouvais presque sentir physiquement qu'il se redressait, que les engrenages de son cerveau commençaient à tourner. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il ne perdait jamais de temps en questions inutiles. « Je t'écoute, Eleanor », a-t-il finalement dit. J'ai regardé la route où les vendeurs étaient partis 10 minutes plus tôt. Ils approchaient probablement déjà de la ville, sans doute avec la musique à fond,
riant et se réjouissant d'une soirée douillette à la maison. Ils ne savaient pas encore que leur monde douillet était déjà en train de se fissurer. Ils rentrent à la maison maintenant, ai-je murmuré dans le téléphone. Fais ce que tu fais de mieux. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai simplement raccroché. La décision était prise. Tous les ponts étaient brûlés. Les anciennes règles n'existaient plus. Les ambulanciers ont claqué les portes de l'ambulance. La sirène a hurlé, et le véhicule est parti en trombe, emportant ma fille avec lui. Je suis resté debout sur la rive de ce lac noir, dans le crépuscule grandissant. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'ai ressenti aucune peur, mais un calme étrange et terrifiant. Le calme d'une personne qui vient d'appuyer sur la gâchette. J'ai appelé un taxi. Il est arrivé rapidement. Une vieille voiture qui sentait l'essence et le désodorisant bon marché. Le chauffeur, un homme plus âgé et moustachu, m'a regardé avec anxiété dans le rétroviseur. Je devais avoir l'air terrible, mes vêtements tachés de terre, mon visage figé en un masque gris. Il a essayé d'engager la conversation, demandant si tout allait bien, mais je suis restée silencieuse. Tous les mots étaient restés sur la rive. Pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital de la ville, j'ai regardé par la fenêtre les lumières qui défilaient, mais je ne les voyais pas. Dans ma tête, avec une clarté froide et détachée, une autre scène se déroulait, une vision de ce qui se passait chez les vendeurs. À ce moment précis, je pouvais le voir. Je pouvais presque voir leur SUV noir franchir le portail automatique de leur immense maison aux allures de forteresse. Garrett est sorti le premier, lourd, autoritaire. Preston a suivi, toujours avec un sourire narquois, plein d'arrogance ivre. Ils sont entrés dans leur hall stérile et sans vie, qui sentait l'eau de Cologne chère et le poli à meubles. Leurs pas résonnaient dans le silence. Ils n'étaient pas inquiets. Pourquoi devraient-ils s'inquiéter? Lena était forte, en bonne santé, savait nager. Elle venait juste d'être trempée. Elle avait eu peur. Rien de grave. Et la belle-mère était toujours hystérique. Elle crierait et se plaindrait, puis Lena viendrait, comme toujours, et arrangerait tout. Elle dirait, « Maman, arrête. » Il ne le pensait pas. Il plaisantait juste. Elle les avait toujours défendus, toujours. J'ai imaginé Preston se servant un autre scotch, jetant des glaçons dans le verre. Les glaçons teintés contre le verre, comme pourrait teinter la dernière pièce dans la poche d'un mendiant. Garrett a allumé l'immense écran de télévision plasma, une chaîne d'informations financières, des chiffres, des graphiques, des visages sérieux. Ils se sont plongés dans leur monde où tout se mesurait en argent et en pouvoir. Ce qui s'était passé une heure plus tôt au bord du lac n'était qu'un désagrément mineur, un interlude gênant déjà presque oublié. Ils étaient, après tout, au-dessus des conséquences. Puis le téléphone a sonné, pas un portable, mais la ligne fixe. Il l'a gardé pour le sérieux de la chose. Garrett a répondu nonchalamment, et j'ai entendu son visage changer. Pas d'horreur, non, mais d'agacement. Quel hôpital? Soins intensifs? Quelle absurdité! Il a écouté, fronçant les sourcils, les lèvres pincées en une ligne méprisante. Oui, je suis le père du mari. Oui, compris. Et il a raccroché le combiné. C'est quoi ce bordel, a-t-il dit à Preston. Ta femme est à l'hôpital. On dirait que ta belle-mère a vraiment appelé les médecins. Elle a dû jouer le rôle de la noyer un peu trop bien. Preston a grimacé comme s'il avait mal aux dents. Cela ruinait sa soirée. C'était un inconvénient, un problème à résoudre. Et il détestait résoudre les problèmes. Il aimait les créer. L'alcool s'était déjà un peu dissipé, laissant un mal de tête sourd et une sensation collante de colère. Il a pris son téléphone portable, a trouvé le numéro de « ma chérie » et a appelé. J'étais assise dans le couloir glacial des urgences quand son téléphone a vibré dans la poche de ma veste. Je l'ai sorti. L'écran s'est allumé avec « ma chérie ». Quelle cruelle ironie. J'ai fixé les mots pendant quelques secondes, puis j'ai fait glisser l'écran et j'ai porté le téléphone à mon oreille. « Allô » dit Preston de sa voix. Il n'y avait ni peur ni remords, seulement une irritation lasse. « Chérie, où es-tu? Qu'est-ce que ta mère a encore manigancé? » Ils ont appelé mon père et lui ont fait peur. Je suis restée silencieuse. Je l'ai laissé parler. « Chérie, tu m'écoutes? Arrête de bouder. Rentre à la maison. Écoute, on s'est un peu emporté. Ça arrive.
Puis j'ai répondu. Ma voix était calme et basse, comme la surface du lac après leur départ. Elle est vivante. Le silence s'est fait à l'autre bout. Il ne s'attendait pas à m'entendre. Eleanor est. Où Elena? Passe-la moi au téléphone. Viens ici. J'ai besoin de. Ne viens pas ici. Dis-je tout aussi doucement, et j'ai raccroché. Je me suis assise sur le banc dur de l'hôpital, regardant les murs sales et inhalant l'odeur d'eau de javel et de souffrance inconnue. Une heure passa, puis une autre. Le médecin est sorti, jeune, avec des yeux fatigués. Il a dit que son état était grave mais stable. Commotion cérébrale, hypothermie, de l'eau dans les poumons, mais elle vivrait. Elle vivrait. Ces mots ne m'ont apporté aucun soulagement. Ils m'ont apporté la certitude. La certitude que je faisais tout ce qu'il fallait. Ils m'ont permis de la voir pendant 5 minutes. Elle était là, entourée de câbles, pâle, minuscule, dans un immense lit d'hôpital, connectée à des machines qui respiraient et vivaient pour elle. Elle avait un bandage autour de la tête, sous lequel une tache rouge foncée était visible. Je l'ai regardée et je n'ai rien ressenti d'autre qu'une lourdeur froide et acérée. L'amour n'avait pas disparu. Il s'était simplement retiré, laissant la place à quelque chose de plus ancien et de plus terrifiant. Un instinct. L'instinct de protéger sa progéniture à tout prix. Quand je suis retourné dans le couloir, une surprise m'attendait. Une jeune infirmière m'a appelé, « Madame, vous avez une livraison. » Elle a montré un vase contenant un arrangement. Non, pas un arrangement. Une composition énorme et monstrueuse de lys blanc. Leur odeur lourde et douce, l'odeur d'un enterrement, remplissait tout le couloir. Une enveloppe blanche était glissée entre les fleurs. Je savais de qui elle venait. Je me suis approché et j'ai pris l'enveloppe. À l'intérieur, sur du papier gaufré de luxe, une seule phrase était écrite en écriture calligraphique. « Ma chère, ne laissons pas les simagrées de ta mère gâcher notre plaisir. » Je l'ai lu, puis relu. Pas un seul muscle de mon visage n'a bougé. J'ai plié la note soigneusement et je l'ai mise dans ma poche avec le téléphone portable de Lena. Cette note n'était pas une excuse. C'était une déclaration de guerre. Non seulement il ne regrettait rien, mais il ne comprenait même pas ce qui s'était passé. Il pensait encore que c'était un jeu, une performance mise en scène par moi. Il se voyait toujours comme les metteurs en scène. Il ne savait pas que j'avais déjà changé le scénario. Et dans ma version de cette pièce, des rôles entièrement différents leur étaient attribués. Je me suis tourné vers l'infirmière. « S'il vous plaît, jetez-les, dis-je en montrant les lys. Ma fille y est allergique. » L'infirmière m'a regardé, confuse, puis a regardé les fleurs luxueuses, puis de nouveau moi. La pitié et l'incompréhension se mêlaient dans son regard. Elle pensait probablement que j'étais folle de chagrin. Elle a hoché la tête et s'est éloignée, et je suis resté dans le couloir, qui, sans cette tache blanche criarde, semblait maintenant encore plus gris et impersonnel. J'ai passé la nuit à l'hôpital sur une chaise dure devant la porte des soins intensifs. Je n'ai pas dormi. Je fixais la porte blanche derrière laquelle ma fille se battait pour sa vie, et je planifiais. Mais ce n'étaient pas les pensées qu'une mère a habituellement dans une telle situation. Je ne priais pas, je ne pleurais pas, je ne ressassais pas les événements dans ma tête. Je complotais. Je savais qu'Isaac travaillait déjà. Je connaissais mon frère. Mon bref appel téléphonique n'était pas seulement un appel à l'aide pour lui, mais un signal. Un signal qu'il attendait depuis toutes ces années d'obscurité sans le savoir. Isaac était comme un limier qui avait été enchaîné trop longtemps. Autrefois, il avait été le meilleur journaliste d'investigation du pays. Il voyait à travers les gens, flairait les mensonges comme un prédateur sans le sang. Il savait trouver des fils que d'autres n'oseraient même pas tirer. Mais ses méthodes étaient trop dures, trop téméraires pour le monde lisse du grand journalisme. Il ne jouait pas selon les règles. Il ouvrait les plaies sans se soucier de savoir qui il éclaboussait depuis. Et un jour, il a touché le mauvais homme. Sa carrière a été détruite. Il a été licencié, a perdu sa carte de presse, est devenu un paria. Il s'est retiré dans la clandestinité, vivotant de petits boulots en freelance, écrivant sous des pseudonymes. Mais il n'avait pas perdu son mordant. Je le savais, et je savais aussi par où il commencerait. Il ne creuserait pas dans le présent. C'était trop trivial pour lui. Des disputes, des éclats d'ivresse, des querelles familiales. Ce n'était pas son niveau.
Isaac cherchait toujours la racine, la cause. Il plongerait dans le passé. Dans le passé de Gareth Van Doren. Le matin a apporté l'odeur du café de l'hôpital et de bonnes nouvelles. Lena a été transférée dans une chambre normale. Elle avait repris connaissance. Le médecin a dit que c'était un miracle. Je savais que ce n'était pas un miracle. C'était sa volonté de vivre. Ma fille avait toujours été une battante. Elle s'était juste battue du mauvais côté pendant trop longtemps. Je suis entré. Elle était allongée là, la tête tournée vers la fenêtre. Elle était très faible, parlant à peine. « Maman » a-t-elle murmuré. Je lui ai pris la main. Elle était froide. « Je suis là, ma chérie. Je suis avec toi. » Elle m'a regardé et des larmes ont rempli ses yeux. Est-ce qu'il a appelé Preston? Je ne lui ai pas menti. Oui. Et il a envoyé des fleurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Une faible lueur d'espoir mourant était dans sa voix. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il a dit que je faisais du cinéma. Elle n'a pas répondu, s'est juste retournée vers la fenêtre, et une larme a lentement coulé sur sa joue. Juste une. Dans cette seule larme, il y avait plus de douleur et de déception que dans n'importe quel cri. À cet instant, j'ai su qu'elle commençait à voir, elle aussi. L'eau glacée du lac avait lavé le voile qu'elle portait depuis des années. Le téléphone a sonné dans l'après-midi, alors que j'étais sorti dans le parc de l'hôpital pour prendre l'air. Le numéro était inconnu. Oui, c'est Eleanor. La voix d'Isaac était rauque et fatiguée. Il n'avait pas dormi de la nuit. Je le savais à la façon dont il prononçait les mots, comme s'il roulait des pierres chaudes dans sa bouche. J'ai quelque chose pour toi. Il n'a pas tourné autour du pot. Il est allé droit au but. J'ai trouvé de vieilles archives, d'il y a 22 ans. Même lac, un bateau différent. Gareth Van Doren et son partenaire d'affaires de l'époque, un homme nommé Malcolm Pierce. Ils sont allés pêcher. Seul Van Doren est revenu. Il a prétendu que Pierce était ivre, était tombé par-dessus bord et s'était cogné la tête sur l'hélice. Un accident. J'écoutais, et le froid qui s'était installé en moi au bord du lac s'est densifié. L'affaire a été classée en 1 semaine, a poursuivi Isaac. Trop rapide pour une histoire comme ça. J'ai retrouvé le détective qui s'occupait de l'affaire, le détective Ronelli. Il est à la retraite maintenant et élève des abeilles dans une petite ville rurale tranquille dans les contreforts de la Sierra. Le vieil homme m'a longtemps résisté, a dit Isaac. Mais je sais être persuasif. Je savais ce qu'il voulait dire. Sa persuasion pouvait aussi briser les autres. Ellie a cédé. Il a dit qu'il avait subi de fortes pressions d'en haut. On lui a apporté une enveloppe pleine d'argent et une photo de sa fille, une étudiante, et il a tout signé. Il a dit que ce péché l'a tourmenté toute sa vie. Le tableau qui se dessinait était horrible, laid, mais terrifiant de logique. Mais ce n'est pas tout, a dit Isaac. Pierce avait un fils. Il avait environ 10 ans à l'époque. Il n'avait aucun contact. Le père avait quitté la famille. Je l'ai retrouvé. Il travaille maintenant comme simple mécanicien automobile à Auckland. Il déteste son père, mais il a gardé certaines de ses affaires, parmi lesquelles des lettres. Des lettres que Pierce a écrites à sa sœur peu de temps avant sa mort. Dans celles-ci, il écrivait clairement que Van Doren l'avait escroqué de la quasi-totalité de ses parts dans l'entreprise. Il avait l'intention d'aller voir le procureur. 1 semaine après cette lettre, il s'est accidentellement noyé. J'ai fermé les yeux. L'anxiété vague et inexpliquée que j'avais ressentie toutes ces années près des Van Doren. L'inquiétude que tout le monde, y compris ma propre fille, attribuait à ma nature trop anxieuse, n'était pas de l'anxiété. C'était de l'intuition, un sens animal profond qui m'avait hurlé que des monstres vivaient à côté de ma fille. Je n'étais pas surprise. Je n'étais pas choquée. Je ressentais seulement une étrange confirmation glaciale, comme si j'avais marché dans une pièce sombre toute ma vie, me heurtant aux meubles. Et maintenant, quelqu'un avait allumé la lumière, et j'ai vu que la pièce était pleine de pièges. Et maintenant? Ai-je demandé. Ma voix était parfaitement calme. Maintenant, nous avons un levier, a répondu Isaac. Ils pensent que c'est un conflit familial. Ils ne savent pas que nous jouons à un jeu différent. Il avait raison. Ce n'était plus une réaction à leur acte. Ce n'était plus la vengeance d'une mère blessée. C'était un acte de restauration de la justice,
la justice qui avait été coulée avec le corps de Malcolm Pierce dans ce même lac il y a 22 ans. J'étais prête à aller jusqu'au bout. Maintenant, je n'avais pas seulement le droit, j'avais les preuves. J'ai raccroché et je suis resté assise sur le banc du parc de l'hôpital pendant un long moment. Le soleil d'automne brillait faiblement à travers les branches nues des arbres, mais il ne me réchauffait pas. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient plus. Elles étaient stables. C'étaient les mains d'une personne qui savait quoi faire ensuite. Les 2 jours suivants se sont écoulés dans le brouillard de la routine hospitalière. J'ai apporté à Léna du bouillon que je préparais sur une petite plaque électrique directement dans la chambre, je l'ai aidée à marcher jusqu'à la salle de bain et je lui ai lu Tchekhov. Nous avons à peine parlé de ce qui s'était passé. Les mots n'étaient pas nécessaires. Quelque chose de nouveau, de fragile mais de sincère s'est développé entre nous. Une compréhension silencieuse. Elle n'essayait plus de les justifier. Elle gardait simplement le silence. Et dans son silence, il y avait plus de condamnation que dans tous mes mots. Preston a cessé d'appeler. Il avait apparemment décidé de nous avoir à l'usure. Il attendait que Léna se calme et l'appelle elle-même, comme c'était toujours le cas après leur dispute. Il ne comprenait pas que cette fois, tout était différent. Il jouait toujours son jeu, selon ses règles, dans son petit monde confortable où il était roi. Il ne savait pas qu'à l'extérieur de son monde, les nuages s'amoncelaient déjà. Le point culminant est arrivé le 3e jour. Je l'imagine ainsi. Gareth Van Doren est assis dans son immense bureau meublé de chêne foncé et de cuir. Un ordre parfait sur son bureau, un stylo de luxe, un carnet, plusieurs téléphones. Il parcourt le rapport boursier du matin sur CNBC. Il est calme. Il a la situation sous contrôle. Le désagrément familial avec sa belle-fille le dérange à peine. C'est le problème de Preston. Petit, quotidien, résoluble. Les femmes causent toujours des problèmes. Il suffit de faire preuve de fermeté, et elles reviennent en rampant s'excuser. À ce moment-là, l'un de ses téléphones sonne, celui sans identification de l'appelant, la ligne pour les conversations particulièrement sensibles. Il voit qui appelle et un sourire satisfait apparaît sur son visage. C'est un vieil ami, un homme important de l'administration régionale, le maire Jim Dalton, un homme qui l'avait aidé à résoudre des problèmes pendant de nombreuses années, un homme qui lui devait une faveur. Jim Dalton, ravi de t'entendre, dit-il de sa voix veloutée et confiante. À quoi dois-je cet honneur? Mais à l'autre bout, il n'entend pas de salutation amicale, seulement un ton sec, froid, presque hostile. Gareth, je dois te parler sérieusement, et pas au téléphone. Gareth fronce les sourcils. Il n'aime pas ce ton. Il perturbe l'ordre habituel des choses. Quelque chose s'est-il passé? Quelque chose s'est passé. La voix au téléphone se durcit. Un homme est venu ici aujourd'hui. Il prétendait être journaliste, bien qu'il ressemblait plus à un procureur, très persistant. Intérieurement, quelque chose se contracte en Gareth pour la première fois. Une boule froide et désagréable. Et que voulait-il, demande-t-il, en essayant de garder sa voix indifférente. Il voulait parler de cette affaire vieille de 22 ans, l'affaire d'un certain Malcolm Pierce. Il a posé des questions très désagréables sur le bateau, sur l'argent, sur votre dispute avec lui la veille de sa mort. Il connaissait des détails que seules 3 personnes auraient pu connaître. Toi, moi et le défunt détective Ellie. Le bureau, qui une minute plus tôt semblait être un bastion de son pouvoir et de sa stabilité, commence soudain à se rétrécir. L'air se raréfie. Il reste silencieux. Gareth, poursuit Jim Dalton, et il n'y a aucune trace de vieille amitié dans sa voix, seulement de l'acier. J'ai étouffé cette histoire une fois. Je ne le ferai pas une 2e fois. Ma réputation est plus importante pour moi. Je te conseille de résoudre ce problème rapidement et de t'assurer que mon nom n'y apparaisse plus, jamais. Tu me comprends? Et il raccroche. Gareth Van Doren reste assis en silence. Le rapport boursier sur le moniteur semble être un fouillis de chiffres insensés. Il regarde ses mains, les mêmes mains qui ont poussé ma fille dans l'eau glacée, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sent qu'elle commence à transpirer. Il ne comprend pas immédiatement. Son cerveau, habitué aux menaces directes, aux contrôles fiscaux, aux OPA hostiles, n'arrive pas à concilier les faits. Un journaliste, une vieille affaire. Quel était le lien? Il appelle Preston. Preston entre dans le bureau d'un pas mal assuré, détendu, avec une légère odeur résiduelle d'alcool.
Il a passé la matinée à la salle de sport, puis dans un bar. Il attend toujours un appel de Lena. Qu'est-ce qui ne va pas, demande-t-il nonchalamment. Garrett regarde son fils, le fixe longuement, d'un air interrogateur, et dans ses yeux vides et satisfaits, il voit soudain non pas son héritier, mais la source de tous ses problèmes. Ta belle-mère, dit-il lentement, délibérément. A-t-elle dit quelque chose? Nous a-t-elle menacés? Preston sourit. La belle-mère. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pleurer, se plaindre à Salena. C'est tout. A-t-elle appelé quelqu'un après que c'est arrivé? Preston réfléchit. Je ne crois pas. Elle est restée là sur la rive comme une statue. Elle criait quelque chose, mais je n'ai pas écouté. Et puis, lentement, cela commence à faire son chemin dans l'esprit de Garrett, comme un poison entrant dans la circulation sanguine. Cette vieille femme discrète et insignifiante qu'il n'avait jamais prise au sérieux. Sa voix calme est morte au téléphone quand elle a pris l'appel de Preston. Son refus de parler. Ce n'était pas du désespoir. C'était un plan. Il se lève d'un bond, va à la fenêtre. Son monde, si solide, si inébranlable, construit sur l'argent, les relations et la peur des autres, commence à vaciller. Il comprend qu'il ne s'agissait pas d'un conflit familial, et même pas d'une belle fille noyée. Il s'agissait de ce qui s'était passé il y a 22 ans sur ce même lac. Quelqu'un avait déterré la tombe qu'il avait si soigneusement cimentée, et il sait qui l'a fait. Pas elle-même, bien sûr. Elle a juste appuyé sur le bouton. Elle a tiré la ficelle. L'appel qu'elle a passé depuis la rive n'était pas pour l'ambulance ou la police. C'était l'appel au bourreau. Elle a un frère, dit-il d'une voix sourde, plus pour lui-même que pour Preston. Isaac est, journaliste, ex-journaliste, plutôt. Je l'avais complètement oublié. Preston regarde son père, confus. Il ne saisit pas l'ampleur de la catastrophe. Il pense encore à sa femme, à l'inconvénient, à la soirée gâchée. Mais Garrett a déjà tout compris. Il a compris que la grenade qu'il avait lui-même placée dans les mains de cette femme tranquille était déjà dégoupillée. Et toutes ces années, elle n'avait fait que tenir la cuillère. Ce jour-là, au bord du lac, elle l'a lâché. Il attrape le téléphone. Il commence à appeler tous ceux dont les numéros étaient enregistrés dans la mémoire cryptée distincte du téléphone. Des gens qui avaient été nourris par sa main pendant des années, qui lui devaient leur position, leur richesse. Il a appelé, et sa voix, normalement autoritaire et calme, s'est brisée, rauque. Il a exigé, menacé, supplié. Il a essayé de mettre en marche le mécanisme habituel, le mécanisme de la répression, le mécanisme de l'effacement des vérités gênantes, mais le mécanisme a échoué. À l'autre bout, il a entendu de la confusion, une politesse froide, et le plus souvent une tonalité courte. Son monde ne lui obéissait plus. Les gens qui avaient ri obséquieusement à ses blagues hier faisaient maintenant semblant de ne pas reconnaître sa voix. Le navire avait pris l'eau, et les rats ont été les premiers à le sentir. Ils ne se sont pas contentés de fuir. Ils ont déchiré les cordes qui les liaient à lui pour qu'il ne les entraîne pas dans les profondeurs. Preston se tenait, pâle et déconcerté, au milieu du bureau. Pour la première fois, il voyait son père, ce monolithe, ce titan inébranlable, si hors de contrôle, et la peur, une peur animale, authentique et visqueuse, commença à s'infiltrer dans son âme aussi. Il comprit soudain que la blague au bord du lac était plus qu'un simple jeu cruel. C'était le déclencheur de quelque chose de terrifiant, dont il ne pouvait pas encore saisir toute la portée. Je n'ai rien vu de tout cela. Je n'en avais pas besoin. Je savais que cela se produisait. Je le sentais à distance, comme on sent l'approche d'un orage par le changement de pression atmosphérique. Mais je n'ai ressenti aucune jubilation. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. J'ai seulement ressenti un calme froid et détaché. Le processus avait été enclenché, et maintenant il suivait son cours, obéissant à ses propres lois implacables. Ce jour-là, Lena allait nettement mieux. Elle pouvait déjà s'asseoir dans son lit, appuyée sur des oreillers. La couleur était revenue sur son visage. Nous avons parlé un peu, puis elle s'est endormie. Pour la première fois depuis des jours, c'était un sommeil paisible et profond. J'ai quitté la chambre pour ne pas la déranger. Je n'avais pas envie d'errer dans les sombres couloirs de l'hôpital, et je me suis souvenu. Je me suis souvenu qu'au rez-de-chaussée, dans l'ancienne aile, il y avait une bibliothèque, une petite pièce oubliée de tous où presque personne n'entrait. J'avais travaillé comme bibliothécaire pendant 40 ans. C'était mon monde.
Un monde où tout est ordonné. Où chaque livre a sa place. Où le silence et la sagesse règnent. Je l'ai trouvé. Une porte avec une vieille plaque écaillée. Bibliothèque. Je suis entré. La pièce était petite, poussiéreuse, avec un haut plafond voûté. Elle sentait le vieux papier et l'oubli. Des étagères pleines de livres tapissaient les murs. Sur une grande table au centre, des piles de livres étaient empilées. Des livres que quelqu'un avait empruntés à un moment donné, mais jamais retournés à leur place. Le chaos régnait, et j'ai commencé à travailler. Non pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que j'en avais besoin. C'était la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là pour préserver mon propre équilibre spirituel. J'ai commencé à trier les livres sur la table. J'ai pris chacun d'eux, j'ai essuyé la poussière de la couverture, j'ai regardé la cote sur le dos et j'ai trouvé sa place sur l'étagère. Ici, un volume usé de Toni Morrison. Je l'ai placé entre Zorania Hurston et Alice Walker. Les classiques avec les classiques. Ici, un vieux guide médical. Il appartient à l'étagère du haut, dans la section de la littérature technique. Ici, un thriller de James Patterson. Il va sur l'étagère de la prose étrangère. Mes mouvements étaient lents, méthodiques, presque rituels. Je ne pensais ni au Vendoran, ni à Isaac, ni même à Léna. Je ne pensais qu'au livre, au fait que tout dans ce monde devrait avoir sa place, qu'un ordre une fois perturbé doit être rétabli. J'ai travaillé, et le chaos dans la petite bibliothèque de l'hôpital a progressivement reculé. La table est devenue plus propre, les étagères se sont remplies dans un ordre alphabétique et thématique strict. Je restaurais l'harmonie dans ce minuscule espace clos. Et cette simple activité physique m'a apporté la paix. C'était de la création, un contrepoids à la destruction que j'avais déclenchée. Finalement, mon téléphone a sonné. C'était Isaac. J'ai coincé le téléphone entre mon oreille et mon épaule et j'ai continué à ranger les livres. Il tourne en rond comme un animal en cage, a dit Isaac sans préambule. Sa voix était calme, mais j'y ai entendu des notes de joie prédatrices. Il appelle tout le monde, essaie de faire pression, d'acheter les gens, d'intimider, mais c'est trop tard. L'information a fuité. Ses vieux amis le fuient comme un lépreux. Il est devenu toxique. Bien, ai-je dit en plaçant un épais volume de Baldwin à sa place. Il sait que c'est moi, et il sait que tu es derrière moi. Il va probablement essayer d'agir par la force. Il enverra ses hommes. Je voulais juste que tu le saches. Je sais, ai-je répondu. Sois prudent. Ne t'inquiète pas pour moi, petite sœur, a-t-il ri. Je ne vis plus là où je suis enregistré depuis longtemps. Je suis en sécurité. Mais toi, tu auras bientôt besoin d'un bon avocat, bien que je crains que même cela ne suffise pas. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai pris le livre suivant. C'était un livre de contes pour enfants avec des images vives. J'ai passé la main sur la couverture brillante. Je n'avais pas peur pour Isaac. Il était dans son élément. Je ne ressentais aucune haine envers les Vendorans. Pour moi, ils n'étaient plus des personnes, mais des objets, des pièces sur un échiquier que j'avais moi-même manœuvré dans une situation de zugzwang. Je n'avais pas besoin de voir leur panique. Je n'avais pas besoin d'entendre leurs voix anxieuses. Leur agonie ne m'intéressait pas. À ce moment-là, dans cette bibliothèque calme et poussiéreuse, j'étais absolument calme. Je restaurais simplement l'ordre dans la bibliothèque, dans ma vie et dans le monde de ma fille. Je savais que bientôt, le dernier livre trouverait sa place sur l'étagère, puis le silence tomberait. Un silence réel, complet, final. Quand le dernier livre de la table a trouvé sa place sur l'étagère, j'ai ressenti une profonde lassitude, non pas physique, mais spirituelle, comme si j'avais terminé une tâche très longue et difficile. J'ai regardé autour de la pièce calme et bien rangée. L'harmonie y régnait maintenant. J'ai quitté la bibliothèque, tirant fermement la porte derrière moi, et je suis retourné dans le monde des odeurs d'hôpital et des bruits étouffés. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'agonie de Gareth Van Doren atteignait son paroxysme. Il avait épuisé toutes ses ressources. Ses appels n'étaient plus connectés. Ses menaces ne suscitaient que de l'irritation. Il comprit que son empire, qui lui avait semblé éternel et inébranlable, n'était qu'un château de cartes, et que quelqu'un avait retiré la carte la plus importante de la fondation. Le désespoir est un mauvais conseiller. Il pousse les gens intelligents à faire des choses stupides et prévisibles, et Gareth,
ayant perdu la capacité d'agir subtilement, décida de procéder brutalement. Il a eu recours au dernier argument qui lui restait, la violence. Il a appelé le chef de sa sécurité, un homme taciturne à la mâchoire lourde et aux yeux vides, un ancien soldat des forces spéciales qui effectuait les tâches les plus sales pour lui. J'ai besoin de l'adresse de ce journaliste, et j'ai besoin qu'on lui parle très sérieusement. Si sérieusement qu'il oublie non seulement mon nom, mais aussi le sien. L'homme à la mâchoire lourde a hoché la tête en silence. Pour lui, c'était un travail de routine. Trouver l'adresse dans cette ville n'était pas difficile, surtout avec l'accès à certaines bases de données. 1 heure plus tard, 2 voitures sombres et discrètes, sans plaque d'immatriculation, se sont garées dans la cour d'un vieil immeuble à la périphérie de la ville. 4 hommes robustes en vestes noires identiques en sont sortis. Ils sont entrés dans la cage d'escalier, qui sentait les chats et l'humidité, sans se presser mais avec détermination, et sont montés au 7e étage. Ils se sont dirigés vers l'appartement numéro 47. Une porte en simili-cuir usé, une sonnette vieille, presque antique. L'un d'eux a appuyé sur le bouton. En réponse, le silence. Il a appuyé de nouveau. Toujours le silence. Entrez, a commandé brièvement le plus âgé. Ils ne se sont pas souciés de la serrure. L'un d'eux, le plus grand, a reculé de quelques pas, a pris son élan et a arraché la porte de ses gonds avec un fracas assourdissant. Ils ont fait irruption à l'intérieur, mais l'appartement était vide. Il n'était pas seulement vide. Il était mort. Une fine couche de poussière sur les vieux meubles dépareillés, une pile de journaux jaunis sur la table de la cuisine, une plante desséchée dans un pot sur le rebord de la fenêtre. Il était évident que personne n'y avait vécu depuis longtemps. Ils étaient tombés dans un piège simple, mais humiliant précisément à cause de sa simplicité. Pendant qu'ils se regardaient dans la pénombre de l'appartement désert, mon frère Isaac, à seulement quelques kilomètres de là dans une chambre d'hôtel impersonnel louée, regardait l'écran de son ordinateur portable. Une simple plateforme de blog était ouverte à l'écran. Le texte était déjà saisi. Le titre brillait en lettres grasses et agressives. Noyé 2 fois dans le même lac. L'histoire de 22 ans d'impunité. Sous le titre, un texte sec mais dévastateur. Des faits, des données, des noms, des copies des lettres de Pierce, des citations d'une interview secrète avec l'ancien détective Ellie enregistrée sur un dictaphone, le témoignage du pêcheur qui a sauvé Lena, la photo du bouquet de lys avec la note d'accompagnement, et enfin le rapport de ce qui s'était passé au bord du lac 3 jours plus tôt. Tout était exposé avec une précision procédurale froide, sans émotion, sans accusation, juste des faits. Mais leur totalité était plus terrifiante que n'importe quel verdict. Isaac a regardé l'heure. Il attendait ce moment. Il savait qu'il viendrait le chercher. Il leur avait lui-même donné cet indice par l'un de ses informateurs. Il savait que la force brute serait leur dernier geste désespéré, et il l'a utilisé. Exactement au moment où les hommes de Garrett ont défoncé la porte de son ancien appartement, démontrant ainsi leur méthode à tout le quartier, Isaac a déplacé le curseur sur le bouton « Publier ». Sous l'article, une liste d'adresses était déjà préparée. Les adresses e-mail de toutes les grandes agences de presse du pays, les rédactions de toutes les chaînes de télévision régionales et nationales, les adresses officielles du bureau du procureur, du ministère de la Justice, les adresses de blogueurs connus et de personnalités publiques. Il a pris une profonde inspiration, a expiré et a appuyé sur le bouton. Dans la seconde qui a suivi, il a cliqué sur « Envoyer » dans son programme de messagerie. C'était tout. Le mécanisme était enclenché. Le génie était sorti de la bouteille. Pendant les premières minutes, rien ne s'est passé. Mais ensuite, son téléphone portable, qui était posé à côté de lui sur la table, a commencé à vibrer. D'abord un appel, puis un second. Puis il a vibré sans arrêt. Les journalistes, sentant le sang, se sont jetés sur la proie. L'histoire que Garrett Van Doren avait si soigneusement essayé d'enterrer n'a pas seulement éclaté au grand jour. Elle a explosé. La tentative de pression physique, la porte de l'appartement défoncée, tout cela est devenu non pas une réputation, mais une confirmation. Cela a transformé un reportage d'investigation en une histoire de crime. L'histoire est instantanément devenue virale. Des dizaines de sites web l'ont reprise. Elle s'est répandue sur les réseaux sociaux. En quelques heures, le nom de Van Doren est passé d'un symbole de succès et de respectabilité à un synonyme de crime et de cruauté. Leur dernière tentative désespérée de faire taire la vérité n'a fait que la faire crier plus fort.
si fort que tout le monde pouvait l'entendre. Ils voulaient éteindre une étincelle, mais ils ont provoqué un incendie de forêt. Et maintenant, il ne leur restait plus qu'à regarder les flammes consumer leur monde. Isaac a éteint le téléphone et l'ordinateur portable. Il les a rangés dans son sac, s'est levé et est allé à la fenêtre. Dehors, une ville étrange et indifférente s'agitait. Son travail était terminé. Maintenant, d'autres forces allaient entrer en action, plus grandes et plus lentes. L'appareil d'État, l'opinion publique. Il avait fait ce qu'il faisait de mieux. Il avait simplement raconté l'histoire, la véritable histoire. Et la vérité, comme nous le savons, est parfois plus terrifiante que n'importe quelle fiction. Un mois passa. Je me tenais au milieu du salon, qui était jusqu'à récemment inconnu et maintenant simplement vide. L'air sentait le carton, la poussière et le départ. Les rayons de soleil tombant à travers les fenêtres sales dessinaient de longues traînées sur le sol où dansaient des particules de poussière. La dernière boîte était fermée avec du ruban adhésif. J'ai passé la main dessus. Dessus, de l'écriture tremblante de Léna, était écrit « Livre, manipulé avec soin ». Ma fille était assise sur le rebord de la fenêtre, serrant ses genoux. Elle regardait la rue, la vie trépidante et indifférente de la ville. En ce mois, elle avait beaucoup changé. Pas extérieurement. Extérieurement, elle était toujours la même, mince, blonde, avec de grands yeux sérieux. Mais quelque chose avait disparu de son regard. L'effort désespéré et insinuant de plaire à tout le monde avait disparu. La peur avait disparu. À sa place, il y avait une sagesse tranquille et légèrement mélancolique. Elle avait plus grandi en ce mois qu'au cours des 10 dernières années. Nous travaillons en silence, un silence confortable et réconfortant qui n'existe qu'entre des personnes très proches. Nous n'avions pas besoin de mots pour nous comprendre. Chaque mouvement était plein de sens. Ici, j'ai soigneusement emballé sa tasse préférée dans du papier journal, et elle a hoché la tête avec reconnaissance. Là, elle a trouvé une vieille photo de nous deux dans le parc, et un sourire léger et doux est apparu sur ses lèvres. Nous ne faisions pas que ranger des affaires. Nous déblayions les décombres de sa vie passée, séparant soigneusement ce qui valait la peine d'être conservé de ce qui devait rester ici pour toujours. En ce mois, le monde autour de nous avait été bouleversé. L'histoire publiée par Isaac a eu l'effet d'une bombe. Une affaire pénale a été ouverte. D'abord une pour la tentative de meurtre de Léna. Puis, après les témoignages du vieux détective et du fils de Pierce, l'ancienne affaire d'il y a 22 ans a également été rouverte. Garrett et Preston ont été arrêtés. Leurs visages, confus, incrédules, ont été montrés sur toutes les chaînes de télévision. Leur empire commercial s'est effondré. Les partenaires se sont détournés. Les comptes ont été gelés. Leur monde, construit sur la peur et l'argent, s'est réduit en poussière. Nous n'avons pas suivi cela de près. Nous n'avons pas lu les nouvelles. Nous n'avons pas regardé les talk-shows qui discutaient de leur cas. Nous n'en avions pas besoin. Notre guerre s'est terminée le jour où Isaac a appuyé sur le bouton « Publier ». Tout le reste n'était que la conséquence. Nous ne nous intéressions qu'à notre propre petite vie tranquille. Léna a demandé le divorce. C'était sa décision, prise fermement, calmement, sans larmes ni hystérie. Preston a essayé de lui écrire de longues lettres de prison, pleines de remords et d'amour. Il se souvenait soudain à quel point il l'aimait, à quel point il avait besoin d'elle. Léna lisait ses lettres, puis les déchirait silencieusement en petits morceaux. Elle ne croyait plus aux mots. L'eau glacée du lac lui avait appris à ne croire qu'aux actes. Et maintenant, la dernière boîte était fermée. Le chapitre de cette vie était clos. Léna a sauté du rebord de la fenêtre et est venue vers moi. Elle a regardé les murs vides, le sol nu. Plus rien ne la liait à cet endroit. Où allons-nous maintenant, a-t-elle demandé. Sa voix était basse, un peu incertaine, comme celle d'une personne qui a longtemps erré dans l'obscurité et qui est soudainement entrée dans la lumière. J'ai silencieusement sorti les clés de ma poche. De vieilles clés familières avec un petit charme de livre en argent qu'elle m'avait offert il y a de nombreuses années. J'ai racheté notre ancien appartement, ai-je dit simplement. Le 2 pièces près de la bibliothèque publique, tu te souviens? Elle m'a regardé et ses yeux se sont agrandis. La surprise a traversé son regard, puis une joie chaude et silencieuse. L'appartement, 2 petites pièces dans le vieil immeuble en briques, le parquet qui craque, le haut plafond, l'immense fenêtre de sa chambre qui donnait sur une cour verte et tranquille. C'était l'endroit où elle avait grandi,
l'endroit où nous avions été heureuses. Je l'avais vendue quand Léna s'était mariée pour les aider avec la compte sur cette grande maison vide. Je l'avais regretté toutes ces années. Et maintenant, j'avais retrouvé notre maison. Je lui ai mis les clés dans la paume. Il faudra rénover, mais les murs sont debout, et nos histoires aussi. Je pense que nous y avons une histoire inachevée. Il est temps d'écrire la fin. Elle a serré les clés dans sa main, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu un sourire sincère et authentique sur son visage. Pas un sourire forcé, pas un sourire crispé, mais le sien. Oui, maman, a-t-elle dit. Il est temps. Nous avons quitté l'appartement sans nous retourner. J'ai fermé la porte derrière nous et j'ai laissé la clé dans la serrure. Nous n'en avions plus besoin. Nous avons descendu les escaliers. Dehors, un camion de déménagement et mon vieux taxi attendaient. Je me suis mise au volant. Léna a pris le siège à côté de moi. Nous avons traversé la ville, illuminée par le soleil du soir. J'ai regardé la route, et pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'ai ressenti aucune peur de l'avenir. Je savais que nous y arriverions. Ma liberté n'était pas que mes ennemis soient punis, ni qu'on me croie enfin. Ma vraie liberté était assise à côté de moi maintenant. Elle regardait par la fenêtre les maisons qui défilaient, et le ciel du soir se reflétait dans ses yeux. La liberté, c'est la sécurité de mon enfant et la possibilité simple et tranquille de recommencer dans le petit appartement près de la bibliothèque où des histoires inachevées et des livres non lus attendent leur moment. Et nous avions du temps devant nous. Toute une vie pour les lire tous. Ceci conclut l'histoire d'Éléanore. Une histoire sur la force tranquille, l'amour d'une mère et la justice qui vient parfois non pas par des procès bruyants, mais par un simple appel téléphonique. Ce récit pousse à la réflexion. Où se situe la frontière entre la vengeance et le rétablissement de l'ordre? Entre le pardon et l'impunité. Éléanore n'a pas crié ni fait appel à la conscience de ceux qui n'en avaient pas. Elle a choisi un chemin différent, un chemin froid et calculé, et comme il s'est avéré, le seul correct. Qu'en pensez-vous? A-t-elle agi correctement? Aurait-elle pu agir différemment, en faisant confiance à un système qui avait déjà échoué une fois? Ou son action est-elle la seule réponse possible au mal absolu qui se cache derrière un masque de respectabilité? Ce choix n'est pas seulement un rebondissement de l'intrigue. C'est une question morale profonde à laquelle chacun aura probablement sa propre réponse. Je serais très intéressé de savoir exactement ce que vous en pensez. Peut-être avez-vous d'autres questions sur le sort de l'un des personnages ou certains moments de l'histoire ont-ils particulièrement piqué votre curiosité? Que pensez-vous qu'il adviendra de Gareth et Preston à l'avenir? Léna pourra-t-elle construire une nouvelle vie, libérée des ombres du passé? Ou peut-être aimeriez-vous partager vos réflexions sur ce qu'Éléanore elle-même a ressenti pendant les moments clés de ce drame? Écrivez tout dans les commentaires ci-dessous. Discutons de cette histoire ensemble. Si cette histoire vous a touché, veuillez soutenir notre chaîne. Aimez cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et bien sûr, partagez votre opinion. Vos commentaires et votre participation sont la meilleure récompense pour nous et ce qui nous permet de continuer à créer de nouvelles histoires tout aussi captivantes pour vous. Comme la création de telles histoires, y compris la recherche et la préparation, demandent beaucoup de temps et d'efforts, les dons nous aident à assurer la continuité et la qualité de nos récits. Votre soutien, quel que soit le montant, contribue directement à la poursuite des histoires de Clara. Merci pour votre générosité et pour faire partie de notre communauté. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville l'écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci afin que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je vous recommande vivement. Il y en a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.